D'une petite république, elle est devenue le plus grand empire de tous les temps. Un empire qui a duré plus de 600 ans. À son apogée, cet empire s'étend de Londres à Bagdad. Il affiche sa puissance avec son armée professionnelle, la première de l'histoire. Et il met en place ce qui deviendra le modèle de la civilisation occidentale. Pourtant, l'empire s'écroulera en un rien de temps. Il suffira d'une centaine d'années pour que l'édifice parte en fumée, comme soufflé par les invasions barbares. Comment en est-on arrivé là ? Nous sommes à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. 100 ans avant la crucifixion du Christ, 10 ans avant la naissance de Jules César. Rome vit une période de transition dont elle sortira fondamentalement transformée. L'époque est à la conquête. Rome sort d'une période de 150 ans d'expansion hors de ses frontières. Les Romains ont vaincu Carthage, leur grande rivale de l'autre côté de la Méditerranée, sur les côtes d'Afrique du Nord. Puis, ils ont poursuivi leur expansion vers le nord et en Espagne, qui s'avérera difficile à contrôler. Mais pendant que les Romains conquièrent le monde dans la brutalité, leur république est confrontée à un cataclysme qui finira par les obliger à abandonner le pouvoir du Sénat à la dictature absolue d'un empereur. Tout commence avec la première guerre barbare. En 113 avant Jésus-Christ, Rome règne en maître sur tout le bassin méditerranéen. Mais qui dit nouvelle conquête, dit nouveaux ennemis. Les Romains savent que, pas très loin d'eux, dans le nord en particulier, il y a des peuples encore plus redoutables que les armées qu'ils ont vaincues jusque-là. Ils sont donc inquiets que ces peuples-là viennent envahir l'Italie. À l'extérieur des frontières de la civilisation romaine, les soldats sont confrontés à des guerriers d'une espèce inconnue. Ils appellent barbares ces étrangers aux manières frustes. Quiconque ne se pliant pas aux usages de l'époque, ne parlant pas les langues classiques, le latin ou le grec, était considéré comme très différent, autre, donc barbare. Et pour les Romains, ces hommes étaient bien moins compétents et bien moins civilisés qu'eux. Seuls les reliefs alpins accidentés tiennent les barbares à distance. La chaîne des Alpes au nord de l'Italie est comme un bouchon de bouteille. Elle empêche les méchants, du point de vue des Romains, d'entrer. Mais les Romains n'ont pas le contrôle de ce bouchon. Ils savent donc qu'il peut sauter à tout moment et que les ennemis se déverseront alors sur toute l'Italie. En tout cas, c'est ce qu'ils craignent. Contre la menace barbare grandissante, se dresse l'armée romaine. Une armée de volontaires qui se targue d'être très structurée, très entraînée et très équipée. Un soldat romain portait une armure de métal et de cuir, un casque, un plastron pour le torse. Cette armure pouvait peser 30 à 35 kilos, presque la moitié du poids du soldat. La conquête romaine repose entièrement sur les épaules de ces hommes rompus à la bataille. Pourtant, dans la capitale, ce sont les riches fonctionnaires qui en recueillent les bénéfices. Rome n'est pas encore un empire. C'est une république gouvernée par le Sénat. Au sommet de l'échelle politique se tiennent deux fonctionnaires élus, les consuls. C'étaient les fonctionnaires militaires et civils les plus haut placés. Ils avaient pour première responsabilité de diriger l'armée, puisque la sécurité nationale était une priorité. Et ils étaient si importants qu'ils influaient considérablement sur les politiques, les lois, les réformes. Bien que la République romaine embrasse des idéaux démocratiques,
tous les hommes n'y naissent pas égaux. Les soldats, par exemple, peuvent remporter les batailles, mais ils ne peuvent espérer accéder au rang de consul. La plus haute fonction est réservée aux membres des familles les plus importantes de Rome, comme celle de Gnaeus Papirius Carbo. Un tout petit nombre de familles monopolisaient les élections consulaires. On avait la conviction que l'honneur provenant de la longue histoire d'une famille distinguée était nécessaire à Rome. Puis, avec l'expansion de Rome, cet honneur ne se fonde plus sur le mérite, mais sur l'argent. Plus Rome conquiert de nouveaux territoires, plus l'argent afflue dans la ville. Et on sent que la richesse va corrompre aussi bien les patriciens que les plébéiens. Que plus l'argent aura du pouvoir dans la société romaine, et sera donc attrayant, plus il s'infiltrera dans le processus politique. En distribuant sa richesse, Carbo peut acheter sa place de consul. En matière de campagne électorale, on s'aperçoit que plus tard dans la République, le système deviendra extrêmement corrompu. Toutes sortes de largesses seront octroyées, toutes sortes de petits cadeaux ou de rémunérations servant à obtenir les voix des uns ou des autres. Mais dans le nord, une nouvelle tribu dangereuse avance. Les Cimbres, partis de leur terre d'origine en Europe du Nord, descendent vers le sud, en direction du territoire romain. Selon Plutarque, le célèbre biographe, les Cimbres sont primitifs et inspirent la terreur. Leur grande taille, leurs yeux gris et le nom de Cimbres que les Germains donnent aux brigands faisaient conjecturer qu'ils étaient de ces peuples de la Germanie qui habitent sur les bords de l'océan septentrional. Menée par le grand chef militaire Boiarix, la horde détruit tout sur son passage. Ils étaient caractéristiques des hommes de l'âge de fer. On ne sait pas exactement quelles étaient leurs motivations. Peut-être voulaient-ils attaquer et envahir des provinces qui s'enrichissaient grâce au commerce avec Rome. Peut-être venaient-ils simplement chercher fortune sur une terre près de la Méditerranée qui leur semblait plus riche. Les Cimbres ne sont pas les seuls à être attirés par la richesse grandissante de Rome. En chemin vers le sud, ils sont rejoints par deux autres tribus barbares, les Teutons et les Ambrons. Ces armées barbares conjointes se dirigent tout droit vers un passage des Alpes menant au territoire romain, un col défendu par de simples villageois du Norique. Bien que le Norique n'appartienne pas à Rome, du fait de sa proximité avec la frontière romaine, ses habitants se sentent proches de la République. Le royaume du Norique correspond essentiellement à l'Autriche d'aujourd'hui. Ses habitants, les Noriques, qui lui ont donné leur nom, contrôlaient les cols alpins. Les Romains comptent également sur les Noriques pour faire du commerce, car ceux-ci sont reconnus pour leur travail des métaux précieux et du fer. Les matières premières dont disposaient les Noriques étaient l'or, l'argent et le sel. Les mines de sel des Alpes étaient un secteur d'activité important. Les Romains avaient besoin de grandes quantités de sel pour la conservation. Il leur était indispensable. Les villages du Norique constituent des cibles de choix pour les impitoyables guerriers cimbres. Avides de butin, ce sont de véritables rapaces, lourdement armés, qui mettent à sac les villages. À cette époque, au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ, les Cimbres avaient des épées, des lances et des boucliers très efficaces. Les casques étaient plus rares. Mais ils étaient entièrement équipés d'armes de grande qualité. Mais les barbares convoitent plus que les richesses des Noriques. Ce que voulaient avant tout les barbares du Nord qui migraient, c'était la terre. Ils n'étaient pas là pour tout rafler et partir. Ils voulaient s'installer juste à côté des Romains. Les petits artisans du Norique n'ont aucune chance face aux guerriers du Nord.
Ils envoient donc un émissaire auprès de leurs alliés du Sénat romain réclamer de l'aide pour contrer les envahisseurs cimbres. Ils vont chercher l'aristocrate Carbo, dont la politique politicienne a fini par payer. Il est devenu consul, la fonction la plus prestigieuse à Rome. Carbo donne l'ordre de lancer les préparatifs de guerre. Il ne dispose que d'1 an pour en tirer la gloire et les richesses. Il s'agissait de montrer ses qualités de meneur à travers une démonstration de virilité. Et une démonstration de virilité signifiait la réussite au champ de bataille. Les généraux non seulement se remplissaient les poches, ainsi que celles de leur famille, mais ils remplissaient aussi celles de tous leurs partisans. Carbo accepte le défi. Il conduit ses troupes honoriques. Malgré un manque total d'expérience dans les affaires de la guerre, il est pressé de prouver qu'il est plus qu'un riche sénateur. Il entre ainsi sur le territoire norique, soutenu par les soldats romains, qu'un siècle de victoire a rendu très confiant. Les Cimbres ont prétendu qu'ils ignoraient se trouver sur un territoire où ils n'auraient pas dû être. Ils ont envoyé des ambassadeurs pour négocier. Les barbares n'ont jamais vu une armée aussi bien équipée et disciplinée. Le chef de guerre Boiarix dit à Carbo que ces hommes ne souhaitent qu'une chose, rentrer chez eux paisiblement. Carbo accepte de les laisser partir. Mais il tire peu de gloire d'une telle trêve. Il va donc élaborer un plan qui lui donnera la victoire dont il a tant besoin. Carbo a fait comme s'il allait négocier, puis il a envoyé ses troupes attaquer les Cimbres en passant par un raccourci, avant que les ambassadeurs n'aient le temps de rentrer dans leur camp. Il était persuadé que cette attaque en traître fonctionnerait. Mais le plan de Carbo se retourne contre lui. Le Romain Carbo s'est montré plus malin que les Cimbres, mais il l'a fait de manière assez déshonorante. Quelques ambassadeurs cimbres en réchappent. De retour dans leur camp, ils racontent la traîtrise. Furieux, les barbares font vœu de venger leurs camarades assassinés. La riposte se fera dans le sang. Le biographe Plutarque a écrit « Leur courage et leur audace, leur force et leur vivacité dans les combats étaient comparables à la violence et à l'impétuosité de la foudre. Rien ne pouvait leur résister. » Menés par 2 chefs de guerre, Boiarix le Cimbre et Teutobode le Teuton, les barbares avancent par vagues incessantes. L'archéologie nous apprend qu'ils avaient de très bonnes armes, en rien inférieures à celles des Romains. Elle nous dit aussi qu'ils avaient une vraie organisation militaire, avec des troupes d'infanterie, des corps d'officiers. On en sait pas mal sur eux, certainement plus que ce que les Romains semblaient avoir compris avant qu'il ne soit trop tard. Le consul Carbo se retrouve soudain loin du confort et des privilèges du monde politique romain. Ici, le pouvoir s'exprime dans la langue de l'acier et du sang. En tant que chef de l'armée, le consul échoue lamentablement. Parce que la fonction de chef de l'armée ne dure qu'1 an, sur le champ de bataille, on observe souvent un travail d'amateur. Des incompétents se retrouvent donc en position de commander, ce qui mène parfois les troupes romaines au désastre. Et la bataille du Norique en est un. Finalement, les Romains ont réussi à échapper à l'enfer de la destruction absolue, grâce à un orage formidable. Les éclairs, le tonnerre, la pluie. Sans cheval, Carbo fuit tant bien que mal ce chaos sanglant. Mais il s'échappe de la bataille pour se suicider, car il s'est déshonoré et a déshonoré Rome aux yeux des dieux. Les dieux ont sauvé les Romains, mais à la dernière minute, et après un grand nombre de morts, ce qui signifiait qu'ils étaient mécontents du comportement des Romains. Malgré tout, les Romains s'accrochent à l'idée que seuls les aristocrates peuvent les mener à la victoire.
Les Romains étaient attachés à la tradition. Pour eux, la nouveauté signifiait le danger. Ils préféraient donc des politiciens et des dirigeants provenant d'éminentes familles au long passé glorieux. Durant la décennie suivante, une succession de patriciens, tous plus arrogants que compétents, emmènent leurs troupes vers le nord, dans le but de protéger la province romaine de Gaule. Ils doivent affronter les barbares à Tolosa, Burdigala, puis Orazio, autrement dit Toulouse, Bordeaux et Orange. Chaque fois, les barbares mettent en déroute les légions romaines, dont l'arrivée leur est toujours annoncée. Les Romains avaient leur propre méthode de combat. Si vous avez vu l'ouverture du film Gladiator, c'est une représentation parfaite de la manière dont les Romains aimaient se battre, en passant des heures à tout mettre en ordre de bataille avant de lancer l'attaque. À la différence, la contre-attaque des barbares est imprévisible et fait des ravages dans les rangs romains. Les Romains avancent en rang. Quand un soldat tombe, celui qui se trouve derrière prend sa place. Chacun côtoie la mort de très très près. Les pertes sont prodigieuses. À Orazio, par exemple, 80 000 Romains sont massacrés en un seul après-midi. Quand une armée perdait sa cohésion, ses soldats devenaient comme des poissons dans un tonneau que l'on peut pêcher à loisir. Quand une armée avait perdu la bataille, ses soldats se faisaient donc massacrer les uns après les autres, sans aucun risque pour leurs bourreaux. La bataille se transformait en exécution massive. À partir de 105 avant Jésus-Christ, les Cimbres et leurs alliés veulent beaucoup plus que les butins et le sang des Romains. Certains membres du clan désirent s'implanter sur ces nouveaux territoires. C'étaient des paysans. Ils faisaient du commerce, ils vivaient dans de petits villages, ils cultivaient le blé et l'orge, le seigle, l'avoine, le millet, tout un éventail de céréales. Ils cultivaient aussi les lentilles, les petits pois, les haricots et d'autres variétés de légumes encore. Le bétail était extrêmement important. Ils élevaient leurs cochons, leurs moutons et leurs chèvres. Cette nouvelle vie domestique inquiète les Romains. Pour eux, la seule chose plus dangereuse qu'un guerrier barbare, c'est une femme barbare. Pour les Romains, la présence des femmes lors d'une invasion signifie l'intention de s'implanter. Autrement dit, ce groupe est là pour transformer sensiblement notre mode de vie, pour menacer nos valeurs fondamentales. Alors que si ce n'est qu'un raid militaire, qu'une bande de jeunes, on pourra y faire face. La présence des femmes donne au tableau un caractère migratoire, une permanence. Et là, il faut une solution plus ferme et à long terme. Il faut donc un chef militaire capable de repousser les barbares une bonne fois pour toutes. Le héros dont Rome a si désespérément besoin va se distinguer à près de 1500 km de là, autour d'une autre frontière âprement disputée, en Numidie, une partie de l'Algérie actuelle. Depuis 8 longues années, les Romains n'y ont connu que la défaite, jusqu'à ce jour. Le nom de leur sauveur est Marius. Avec cran et ruse, il écrase les armées numides du roi Jugurtha. Rome avait besoin de grands militaires, et Marius était le meilleur qu'elle ait connu.
à la fois parce qu'il était un grand général, Marius savait choisir le bon endroit et le bon moment pour une bataille, mais aussi parce qu'il avait gagné l'affection et la confiance de ses soldats, en se joignant à eux pour creuser les fossés autour des camps, en mangeant la même nourriture sommaire, et en étant encore en meilleure santé qu'eux, alors qu'ils étaient, disait-on, les soldats les plus en forme du monde. Cette familiarité lui vient naturellement, car Marius n'est pas un aristocrate. Et il évoque ses origines modestes avec fierté. Je ne peux pas étaler sous vos yeux les portraits de mes ancêtres, leur triomphe et leur consulat. Mais je peux vous montrer mes lances d'honneur, mon étendard, mes phalères, mes distinctions militaires, et surtout les cicatrices que j'ai sur la poitrine. La voilà, ma noblesse. À l'approche des barbares du Nord, c'est donc vers Marius que les Romains se tournent. Il est leur dernier et meilleur espoir. C'est un chef militaire qui a fait ses preuves. Et il vaut mieux prendre les choses au sérieux quand les Cimbres et les Teutons sont en train de vaincre les troupes les unes après les autres. Il faut vraiment régler le problème dans les plus brefs délais, et donc envoyer sur le terrain un chef compétent. Mais sans hommes, même le grand Marius ne pourra rien y faire. Dévasté par une décennie de guerre, Rome est confrontée à une pénurie de soldats. S'il tombe autant d'hommes que lors des batailles contre les tribus germaniques, en 113, 109, 107, 106 et 105, ce sera un grave traumatisme pour la société romaine. Malgré une campagne de recrutement énergique, Marius ne réussit pas à trouver assez d'hommes qualifiés, c'est-à-dire des propriétaires terriens volontaires pour servir dans l'armée. Pour faire partie de l'armée romaine, il fallait être propriétaire, il fallait être riche. Et ceci posait un problème à l'armée, qui à l'époque manquait de bras. La solution de Marius est aussi simple que radicale. Il envoie ses recruteurs chercher de nouveaux soldats parmi la population pauvre et sans terre. Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire terrien pour être citoyen romain. Alors pourquoi devrait-on l'être pour être légionnaire? Beaucoup d'hommes souhaitent être soldats. C'est un bon métier, un métier certainement passionnant aussi, qui offre des butins de guerre, du vin, des femmes, des chansons, des occasions de voir le monde aux frais du gouvernement. Aujourd'hui encore, on retrouve ces arguments sur les affiches de recrutement de l'armée. Marius a dit « Tout le monde peut entrer dans l'armée ». Ceci a élargi considérablement la réserve d'hommes dans laquelle puiser pour renforcer les légions. Car dans la société romaine, il y avait beaucoup plus de pauvres que de classes moyennes. La vieille garde juge les recrues à leur revenu, Marius les juge à leur potentiel de combattant. Qui peut résister à un légionnaire pourra résister à un barbare. En élargissant le recrutement des légionnaires à la classe populaire, on se retrouve assez rapidement avec des soldats ordinaires, encore plus dépendants de la réussite de leur chef. On attend du général qu'il subvienne aux besoins de ses hommes, et qu'il le fasse dès qu'il le peut. Il doit aussi être généreux. Attiré par la promesse de fortune, une nouvelle génération de soldats romains part en guerre. Marius s'engage à leur donner tous les outils et les compétences dont ils ont besoin. Je vous apprendrai à faire tomber l'ennemi, à ne craindre rien d'autre que le déshonneur, à dormir à même le sol et à travailler le ventre vide. En 104 avant Jésus-Christ, Marius et son armée partent affronter les Cimbres en Gaule. Par chance pour les Romains, les barbares choisissent ce moment précis pour quitter la Gaule et aller attaquer l'Hispanie. Une erreur tactique fait gagner un temps précieux à Marius. Marius façonne sa nouvelle armée. Il endurcit ses hommes et les prépare aux rigueurs de la vie de soldat, tout en leur apprenant à l'apprécier. Marius est à l'origine de bon nombre d'innovations dans l'armée. Par exemple, il a donné la même enseigne à toutes les légions, une hampe surmontée d'un aigle d'argent. Il a aussi entraîné ses hommes à transporter leur nécessaire pour pouvoir se déplacer plus vite. Il les chargeait tellement qu'ils se surnommaient eux-mêmes les mules de Marius.
Il n'avait pas besoin d'animaux pour porter le matériel de campagne. Il avait déjà ses mules à deux pattes. Mais ils étaient plus efficaces, plus flexibles. Les réformes militaires de Marius, parmi lesquelles la standardisation de l'équipement, ont véritablement amélioré la flexibilité des légions. Unies et bien équipées, les mules de Marius sont transformées, mais elles n'ont pas encore fait leurs preuves. 2 années s'écoulent sans que les barbares ne donnent signe de vie, mais la peur qu'ils inspirent ne se tarit pas. Paniqués, les Romains font fi de la tradition séculaire du mandat consulaire limité à 1 an et réélisent Marius consul, le magistrat chef des armées. Pour moi, le problème vient en partie du fait que pour régler la menace provenant du Nord, il a fallu donner à Marius ce commandement extraordinaire en l'élisant consul en 104, 103, 102, 101, 100. En 102 avant Jésus-Christ, la menace fantôme devient enfin réelle. Cimbre, Teuton et Ambron, partis du nord et de l'ouest, croisent la route des Romains. Marius construit une forteresse près d'Orasio, et il envoie des troupes protéger le Norique. Car avant tout, il faut défendre les cols alpins menant à l'Italie. En quelques semaines, les Teutons et les Ambrons, la moitié de la horde barbare, se pressent autour de la forteresse de Marius. Une vision terrifiante selon Plutarque. C'était un nombre infini de barbares, tous hideux à voir, et dont la voix et les cris ne ressemblaient en rien à ceux des autres hommes. Pourtant, Marius force ses hommes à regarder et à apprendre. Marius était un militaire brillant. Il comprenait la vie, le raisonnement et la psychologie du soldat. Marius a donné à l'armée de la République romaine l'assurance qu'elle était capable de vaincre les barbares les plus féroces du monde. Les fortifications tiennent bon. Les Teutons et les Ambrons ne peuvent pas passer. Forts de leurs 150 000 hommes, ils partent vers le sud à la recherche d'un autre passage alpin. Les Romains les suivent à distance, en attendant patiemment le bon moment et le bon endroit pour engager le combat. En effet, Marius a déjà choisi le champ de bataille parfait pour exercer la puissance de son armée peu conventionnelle. Il transfère ses troupes de la forteresse d'Orasio à Aquae Sextiae, l'ancêtre d'Aix-en-Provence. Il donne l'ordre à ses hommes d'y planter leur camp. La position est choisie avec grand soin. Le camp romain est une machine militaire bien particulière. On le plante de préférence sur les hauteurs pour pouvoir repérer les manœuvres ennemies de tout type. Il s'organise selon un quadrillage. Il est entouré d'un fossé profond et de remparts. Chacun y a une place bien définie. Les camps romains ont une caractéristique que celui-ci n'a pas. D'après Plutarque, Marius choisit un poste très avantageux, mais où l'eau n'était pas abondante. Il le choisit, dit-on, à dessein pour animer le courage de ses troupes. Comme la plupart se plaignaient qu'ils allaient souffrir d'une cruelle soif, Marius, leur montrant de la main une rivière qui baignait le camp des barbares, leur dit « C'est là qu'il faut aller acheter de l'eau, au prix de votre sang. » Sur les rives du Rhône, les Teutons et les Ambrons, qui ont installé leurs 2 grands camps l'un à côté de l'autre, disposent d'eau à volonté. Certains d'être plus forts que les Romains, les Ambrons se perdent dans les banquets et les fêtes. Les Romains, en particulier les simples soldats, craignaient les barbares, surtout ceux venus du Grand Nord, des climats les plus froids, parce que les climats rudes forgent des hommes robustes. D'autre part, ces barbares-là étaient bien plus corpulents que les Romains. Ils étaient plus bruyants aussi, et ils sentaient fort du point de vue des Romains, non pas parce qu'ils ne se lavaient pas, ils se lavaient d'ailleurs probablement plus que les soldats romains, mais parce qu'ils se parfumaient différemment, avec de la graisse d'ours. Les Romains, eux, étaient plus habitués au parfum de l'huile d'olive. Les barbares ne suspectent pas le danger qui les menace, alors que près à tout, un petit contingent romain s'approche à pas de loup de leur camp.
Les soldats romains avaient toujours peur. Ils n'étaient pas idiots. Ils savaient qu'ils étaient autant en danger de mort que l'ennemi. Pour tuer, ils ne pouvaient pas rester à distance. Les mules de Marius lancent l'attaque, mais rapidement, les barbares rassemblent leurs forces. Leur nombre est écrasant. Alors que la défaite guette les Romains, Marius envoie des renforts. Régénérés, ces hommes réussissent à repousser les Ambrons dans leur camp. Puis la bataille prend une tournure étrange, comme le raconte Plutarque. Les femmes, venant contre eux avec des épées et des haches, grinçant des dents de rage et de douleur et jetant des cris horribles, se jettent au milieu de la mêlée. Elles reçoivent des blessures, se voient mettre en pièces sans se rebuter et témoignent jusqu'à la mort d'un courage véritablement invincible. Les femmes barbares étaient toujours sur le champ de bataille. Parfois, elles poussaient les chariots juste derrière les hommes pour les empêcher de battre en retraite. Elles leur barraient le passage. Elles avaient un tel sens de l'honneur et de la liberté que pour elles, il valait mieux mourir que de se replier. Les Romains trouvaient ces femmes incroyablement courageuses. Ils considéraient qu'il n'y avait pas plus téméraire que les barbares. En faisant venir leur famille sur le champ de bataille, ils misaient tout sur un seul coup. C'était la victoire ou la mort, et tous ensemble. Hommes, femmes, enfants, bébés. Mais les Romains aussi ont gros à jouer. Ils doivent défendre leur honneur et leur pays. Grâce aux techniques que leur a enseignées Marius, ils remportent leur première victoire en 10 ans sur l'envahisseur germain. De retour au camp, Marius se prépare à la riposte que lancera certainement Teutobod, le roi des Teutons. À Aquae Sextiae, il se retrouve dans une position tactique très difficile. Comme toujours, l'ennemi est en nombre beaucoup plus imposant. Mais Marius, toujours doué pour choisir l'endroit et le moment adéquat, sélectionne le terrain avec soin. Il dresse une embuscade avec son fidèle capitaine, Claudius Marcellus. Marius envoie Marcellus et 3000 hommes dans les bois à l'arrière du camp teuton. Il leur ordonne de rester discrets jusqu'à ce que commencent les combats. Les barbares, avides de vengeance, chargent le camp romain au sommet de la colline, comme l'avait prévu Marius. Selon Plutarque, ils se heurtent à un mur d'épée. Marius lui-même se battait en première ligne. Il exécutait les ordres qu'il avait donnés à ses soldats, car il était aussi bien entraîné qu'eux, et beaucoup plus audacieux. Cette bataille met à l'épreuve la philosophie de Marius, qui consiste à faire une armée de soldats assez forts pour rester debout dans leur armure, garder leur position et respecter leur discipline, même face à un ennemi qui charge avec des hurlements et une violence extraordinaire. Ces hommes doivent fondre sur l'ennemi, l'épée en avant, comme une sorte de brise-glace qui dévalerait la colline en emportant tout sur son passage. Pendant que Marius et ses hommes font reculer les barbares, Marcellus et ses cohortes jaillissent des bois. Ensemble, ils éteignent tout espoir de retraite pour le roi Teutobod et ses guerriers. Le décompte des morts défie l'imagination. Les Romains ont massacré plus de 100 000 Teutons. Ils prennent comme esclaves un butin de guerre qui fera la fortune des mules de Marius et de tous ses partisans. Il ne place pas seulement les soldats sous son patronage. Il est très généreux avec tous les Romains de toutes les classes. Marius, en monopolisant le pouvoir au sommet, devient même le protecteur de certains membres de la classe sénatoriale. Dans la fièvre de cette victoire sur les barbares, les Romains élisent à nouveau Marius au poste le plus important de Rome. Pour la première fois de l'histoire,
un 5e mandat de consul est confié au même homme. Les Romains craignaient que les barbares débarquent en affluant par les Alpes qu'ils ne contrôlaient pas. Ils craignaient tellement qu'ils viennent ravager l'Italie et mettre Rome à sac qu'ils avaient besoin également de la politique pour les chasser. Car Rome n'est pas à l'abri du danger. Marius n'a anéanti que la moitié des hordes barbares. Les Cimbres, les plus redoutables, rôdent encore. Alors que Marius se trouve à Rome, les Cimbres franchissent les fortifications romaines du Norique. L'ennemi a fini par ouvrir une brèche dans la frontière italienne. Il se met à ravager la plaine du Pô. Le consul Marius apparaît clairement comme le seul homme assez rusé et courageux pour affronter cette nouvelle crise. Il quitte donc précipitamment Rome pour la plaine du Pô, en jurant d'éliminer les barbares une bonne fois pour toutes. Lorsque Marius arrive au camp romain, les Cimbres lui envoient un émissaire. Ils ne sont pas là pour se battre, mais pour faire une demande. Les Cimbres sont venus le voir et lui ont dit « Nous voulons des terres, nous ne voulons pas nous battre. Nous voulons juste que vous nous donniez des terres comme vous l'avez fait avec nos voisins de l'autre côté des montagnes, en France. » De toute évidence, les Cimbres n'ont pas entendu parler du désastre qu'ont vécu leurs camarades teutons. Alors Marius, le sourire en coin, leur dit « Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, vos frères ont déjà leurs terres. Nous serons ravis de vous en donner autant. » Et par terre, il fallait entendre celle dans laquelle était creusée leur tombe. Incrédules, les Cimbres demandent des preuves. Plutarque en parle. Marius dit en plaisantant « Vos frères sont arrivés et il serait peu honnête de vous en aller sans les avoir salués. » Et en même temps, il ordonna qu'on amenât chargé de chaînes le roi des Teutons. Marius refuse de conclure un accord avec les Cimbres. Leur émissaire s'en va en jurant qu'ils vengeront leurs alliés. Malgré la victoire récente de Marius sur les barbares, les Romains sont très largement en sous-effectif face aux valeureux guerriers du Nord. La bataille menaçant, le grand général réclame donc le sacrifice d'un animal. Les Romains pratiquaient toujours un sacrifice avant d'aller se battre, en espérant un message des dieux approuvant leur plan de bataille. Un message qui ne leur garantissait pas la victoire, mais une chance de réussite. Et ils y croyaient dur comme fer. La foi des Romains est leur seul bouclier face à des forces supérieures. Avant demain soir, le sang coulera à flot, mais le sang de qui ? Seuls les dieux peuvent le décider. Marius cherche un signe dans les entrailles de la chèvre. Il y apprend que le ciel sera avec lui. En 101 avant Jésus-Christ, Rome retient son souffle au moment où deux ennemis mortels s'affrontent tout près du hameau de Vercellae, l'actuel Vercelli, en Italie. La cavalerie des Cimbres, forte de ses 15 000 hommes, entre sur le champ de bataille. Elle est suivie de leur redoutable infanterie qui se déplace comme un nuage de sauterelles. Une fois les Romains en place, Marius s'adresse à nouveau aux dieux. D'après le biographe Plutarque, Marius, s'étant lavé les mains, les éleva vers le ciel et fit vœu d'offrir aux dieux une hécatombe. Et l'on dit que Marius, ayant fait son sacrifice, on ne lui eût pas plutôt montré les entrailles des victimes qu'il s'écria « La victoire est à moi ». En tout et pour tout, les Romains comptent un peu plus de 50 000 hommes. Ils affrontent au moins 2 fois plus de Cimbres. C'est le pire cauchemar des Romains. Mais Marius se montre plus futé que l'ennemi. Ses troupes sont en place avant les autres, afin que le soleil se lève derrière elles. Une fois le soleil dans le ciel, il se reflète dans les armures brillantes des Romains. Les barbares croient que le ciel est en feu, comme si les dieux envoyaient la foudre pour soutenir l'ennemi. Sentant l'angoisse monter chez les Cimbres, les Romains passent à l'attaque.
Les Romains ont des archers et des frondeurs, mais ce sont les fantassins qui sont les piliers de la bataille. Et un fantassin baigne dans le sang, il entend les gémissements de celui qu'il tue ou de celui qui se fait tuer juste à côté de lui. Le fantassin ne sait pas ce qui se passe derrière ou à côté de lui, parce qu'il porte un casque. Il entend mal et ne voit que droit devant lui. Il faut être courageux, dévoué, savoir vaincre une peur extraordinaire, une peur écrasante. À Vercellae, les Romains tuent 120 000 Cimbres. Mais surtout, ils chassent la terreur qui planait sur Rome depuis 13 ans. Marius rentre en héros de guerre. Une foule d'adorateurs l'acclame comme le sauveur de Rome. Malgré la loi interdisant depuis des lustres aux consuls de remplir des mandats consécutifs, les Romains l'élisent une fois de plus à ce poste. C'est ainsi que petit à petit, Marius devient aux yeux du peuple un chef permanent et que l'on se rapproche de l'idée d'être gouverné par un empereur. Voilà exactement ce qui a toujours inquiété l'aristocratie romaine. Une fois la menace barbare écartée, de nombreux patriciens sont ouvertement hostiles à Marius. Pour garder le pouvoir, Marius doit donc chercher du soutien ailleurs. C'est ainsi qu'il déniche des politiciens véreux dont les méthodes incluent la corruption et le crime. En tant que politicien, Marius ne savait pas très bien s'entourer. Dans la bataille politique, Marius manquait d'esprit de décision. Il n'était pas aussi perspicace que sur le champ de bataille au milieu des lances et des épées. Jaloux d'autres étoiles montantes de l'armée, Marius donne l'ordre d'assassiner bon nombre de ses rivaux. Pendant ses mandats, on a couramment recours à la violence plutôt qu'au débat pour régler les différends politiques. Il a sauvé Rome, mais il met à mal le cœur de la République. Pourtant, Marius ne perdra jamais l'amour du peuple. En 86 avant Jésus-Christ, peu avant sa mort, il est élu pour la 7e fois au poste de consul. Il laisse en héritage le pouvoir aux mains des militaires et le soutien populaire à un seul homme à la tête de la République. C'est une période charnière, car l'équilibre des forces va se trouver modifié. Les grands chefs de guerre vont prendre la place des 10 ou 20 familles qui régnaient sur le consulat. Le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la popularité de tous ces partisans prêts à soutenir politiquement un seul homme ou à menacer ses ennemis politiques vont devenir un véritable problème pour le gouvernement de Rome. Alors que Rome glisse lentement vers la dictature, elle plonge dans une apocalypse irréversible d'injustice politique et de guerre sans fin.